Allez, en voiture, Simone. Oh non. Au labo, Simone. Allez, oh là-bas Simone, c'est moi qui conduis, c'est toi qui klaxonne, c'est que de l'amour. Merci Antoine pour cette formidable imitation de Patrick Sébastien, au cas où vous l'auriez pas reconnu. De rien Olivier, c'est Alors, un plaisir. Je vais commencer ma chronique par une question toute simple. Vous savez que la médaille Fields est un peu considérée comme l'équivalent du prix Nobel pour les mathématiques. D'après vous, sur les 56 médailles Fields qui ont été décernées depuis leur création en 1936, combien l'ont été à des femmes ? Zéro. Alors j'ai du 0 et j'ai du 1 et c'est 1 effectivement. Une seule femme a reçu la médaille Fields et c'était lors de la dernière attribution en 2016. Donc ce qui fait quand même un total de 1,8% des médailles qui ont été attribuées à des femmes. Ce qui est quand même beaucoup moins que pour le prix Nobel de littérature pour lequel il y a eu, accrochez-vous, 12,3% des prix qui ont été décernés à des femmes. Alors, cependant, on peut dire que la très forte discrimination dans l'attribution des médailles Fields n'est finalement que la conséquence d'une très faible proportion de femmes chercheuses dans les mathématiques, comme on l'avait vu dans ma chronique du mois d'octobre. Cette faible proportion est elle-même justifiée par un stéréotype, une croyance populaire selon laquelle les femmes ne seraient pas faites pour les mathématiques. Pourquoi ? Eh bien, c'est ce que je vais essayer d'expliquer dans cette chronique. Alors, la première hypothèse, c'est que le cerveau de la femme ne serait pas constitué de la même façon que le cerveau de l'homme. Une étude d'Ingala Ikar, je l'ai bien prononcé, en 2014, réalisée sur 949 individus, a en effet montré que le cerveau de l'homme adulte possède en moyenne beaucoup plus de connexions verticales, c'est-à-dire des connexions entre le même hémisphère du cerveau, tandis que le cerveau de la femme, lui, possède plus de connexions horizontales, c'est-à-dire des connexions entre les deux hémisphères du cerveau. Et donc, selon cette étude, les connexions verticales permettent une plus grande vitesse de traitement des informations, tandis que plus de connexions horizontales favorisent l'intuition et aussi ce que l'on appelle l'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire la capacité d'analyser son propre ressenti et celui des autres, à l'exprimer et à agir en société. En gros, si on veut caricaturer, les hommes sont meilleurs en logique et donc en mathématiques, tandis que les femmes sont meilleures en intuition et dans les langues, ce qui confirme finalement le stéréotype. Mais il y a plusieurs mais. Premièrement, il n'y a pas encore de consensus scientifique sur la différence homme-femme dans les connexions intra- et inter-hémisphères, et cette étude de 2014 est la première statistiquement fiable à avoir établi cette différence. Deuxièmement, en supposant que les autres études confirment ce résultat, pour autant, cela ne veut pas dire que les différences entre hommes et femmes seraient physiologiques. En effet, cette même étude montre qu'il n'existe pas de différence observée chez les sujets enfants et que ces différences ne sont observées qu'à partir de l'adolescence. Alors là, vous allez me dire, logique, puisque ce sont les hormones sexuelles développées à partir de l'adolescence qui sont à l'origine des différences entre le cerveau des hommes et le cerveau des femmes. En effet, il a été montré, par exemple, que les neurones de l'hypothalamus chez la femme s'activent chaque mois pour déclencher l'ovulation et qu'il existe donc des connexions entre les neurones spécifiques à la femme dans cette zone du cerveau. En revanche, rien n'indique que ces hormones sexuelles auraient une influence sur la structure des hémisphères cérébraux et donc des connexions entre ces deux hémisphères. Les différences de connexion qui apparaissent à partir de l'adolescence ne sont donc pas d'origine hormonale. On en vient donc à la deuxième hypothèse qui est si différence de capacité entre hommes et femmes il y aurait, celle-ci n'est pas innée mais est due à l'environnement. Un phénomène vient appuyer cette hypothèse qui est la prophétie autoréalisatrice. Formulée pour la première fois en 1942 par un sociologue nommé Merton, la prophétie autoréalisatrice est le fait que, je cite, « c'est une définition fausse de la situation qui provoque un comportement qui fait que cette définition, initialement fausse, devient vraie. » Dit autrement, dans notre cas, le stéréotype dit que les femmes sont mauvaises en mathématiques. Celles-ci vont donc, entre guillemets, être volontairement mauvaises afin que ce stéréotype devienne vrai. Plusieurs études en psychologie sociale montrent qu'il semblerait bien que cette prophétie autoréalisatrice existe pour le cas des femmes dans les mathématiques. Par exemple, une étude a été réalisée sur des écoliers en France. On proposait à 2 groupes d'écoliers le même exercice. Il s'agissait de reproduire, de mémoire, une figure géométrique assez compliquée. Dans le premier groupe,
On a présenté cet exercice comme étant un exercice de géométrie. Le résultat est sans appel, les garçons réussissent bien mieux que les filles. Dans le second groupe, on leur dit qu'il s'agit d'un exercice de dessin. Et là, les filles ont de meilleurs résultats que les garçons pour le même exercice. Ainsi, la simple évocation de la géométrie constitue un obstacle pour les filles. Encore plus frappant, vous connaissez probablement le fameux test PISA, qui est un test réalisé sur des jeunes de 15 ans dans plus de 60 pays afin de comparer les performances des élèves entre ces pays. Eh bien, on observe sur le test effectué en 2003 que les filles ont en moyenne sur l'ensemble des pays 10,5 points de moins que les garçons en mathématiques. Mais surtout, ce qui est plus intéressant, c'est que la différence entre les filles et les garçons en mathématiques est directement corrélée avec le degré d'émancipation des femmes dans le pays. Ainsi, en Turquie, les filles ont en moyenne 22,6 points de moins que les garçons, tandis qu'en Islande, elles ont en moyenne 14,5 points de plus. Et quand bien même une fille n'est pas victime de la prophétie auto-réalisatrice, un deuxième phénomène intervient, l'autosélection sociale. C'est tout simplement le fait que les femmes ont tendance volontairement, si je puis dire, à s'orienter vers des filières non mathématiques, même lorsqu'elles ont des meilleures notes en mathématiques durant leur scolarité dans le secondaire. On en arrive donc à une situation où les femmes sont largement minoritaires dans les filières mathématiques, ce qui nourrit encore plus le stéréotype. Ainsi, en France, comme je l'avais dit dans ma première chronique, on n'observe absolument aucune évolution positive depuis 10 ans concernant la proportion d'étudiantes dans les filières mathématiques, puisqu'on est passé de 27% d'étudiantes en 2004 à 28% en 2014. Il est temps que cela cesse, alors mesdames qui venez d'entendre ma chronique, vous n'avez plus aucune excuse, allez faire des maths. Le lagon